Bonjour, dans cette vidéo, je vais traiter l'exercice 1 de la série numéro 1 de liaison chimique. Mais avant de commencer, je vais exposer une petite introduction sur le chapitre 1 et qui porte sur la notion de liaison chimique selon la théorie de Lewis. Alors, selon le modèle de Lewis, une liaison est formée entre deux atomes. Ces deux atomes mettent en commun deux électrons. Cette mise en commun permet aux atomes de gagner un électron supplémentaire sur leur couche électronique externe. Ceci permet à ces atomes-là de compléter leur couche électronique externe et ainsi de gagner en stabilité en respectant la règle de l'octet. Je vous rappelle que cette règle dit que les atomes, surtout ceux de la 12e ou la 3e période, ont tendance à s'entourer de 8 électrons afin d'acquérir la structure électronique du gaz rare le plus proche. Pour illustrer la manière de formation de liaison entre les atomes selon Lewis, on représente les électrons de leur couche de valence, un point pour un électron célibataire et un trait pour un doublet d'électrons ou bien deux électrons. Alors je prends l'exemple le plus simple, celui de l'hydrogène. De numéro atomique Z est égal à 1, donc elle a un électron de valence qui est représenté par un point. L'atome d'hydrogène lui manque donc un électron pour compléter sa couche externe. Elle peut former ainsi une seule liaison covalente avec d'autres atomes. Elle est dite monovalent. L'atome de carbone possède 4 électrons de valence qui sont représentés par 4 points. Il lui manque donc 4 électrons pour compléter sa couche externe. L'atome de carbone peut former ainsi 4 liaisons. On dit qu'elle est tétravalent. Le numéro atomique du fluor est 9. Elle a 7 électrons de valence. Elle possède 3 doublets non-liants et un électron célibataire, et il lui manque un électron pour former ou bien pour compléter sa couche externe, et elle est dite aussi monovalent, donc puisqu'il peut former une seule liaison. Le néon, sa couche de valence est saturée, elle possède 4 doublets. Elle respecte bien la règle de l'octet. C'est un élément qui est stable. Généralement, les gaz rares, comme l'hélium, le néon, etc., sont stables car leur couche externe est saturée. Elles sont donc formées d'atomes isolés, gaz monovalents. Les autres éléments, comme le cas de l'hydrogène, le carbone, le fluor, etc., n'existent pas à l'état isolé, elles donnent des molécules en formant des liaisons. Donc, pour la formation de liaisons entre les atomes dans une molécule, on a dit que, selon Lewis, une liaison est la mise en commun de deux électrons entre deux atomes. Cependant, il existe deux manières pour former cette liaison-là. Soit que chaque atome apporte son électron, c'est le cas de la liaison covalente normale. Je vous donne l'exemple de F2. Chaque atome possède un électron et je forme une liaison pour avoir la molécule F2. Ou bien, les deux électrons mis en commun peuvent parfois être fournis entièrement par l'un des deux atomes. Un atome possède un doublet électronique, doublet libre, et l'autre comporte une lacune ou bien une case. On parle dans ce cas de liaison de covalence native ou de coordination. Je vous donne l'exemple de l'ion ammonium. NH3 réagit avec l'ion ou bien le proton H+, pour donner le NH4+. H+ présente une case vide ou bien une lacune. La structure de Lewis pour NH3 est la suivante. L'atome d'azote présente un doublet libre qu'elle le donne à l'atome ou bien au proton H+, et on obtient ainsi l'ion NH4+.
Je passe maintenant à la correction de l'exercice numéro 1. La question est quelles sont les étapes de l'établissement d'une structure de Lewis? Alors, afin de représenter au mieux le modèle de Lewis, il faut suivre les règles suivantes. Premièrement, il faut identifier l'atome central. Généralement, c'est l'atome d'électronégativité la plus basse, sauf bien sûr l'hydrogène. Deuxième étape, il faut compter le nombre total d'électrons de valence. Et dans ce cas-là, il faut faire attention à la charge. S'il s'agit d'un ion, ou bien s'il s'agit d'un anion, on ajoute le nombre de charges négatives au total. Alors que s'il s'agit d'un cation, on soustrait le nombre de charges positives. Troisième étape, il faut faire un schéma où l'atome central est au milieu et les atomes périphériques autour. Là, il faut faire attention dans le cas où la molécule étudiée est un acide ou bien un alcool, l'atome d'hydrogène doit être lié directement à l'oxygène, sinon il est lié à l'atome central. Étape suivante, on construit les liaisons ou bien on forme les liaisons entre l'atome central et les atomes périphériques. Et en dernière étape, il faut compléter l'octet de chaque atome en commençant bien sûr par l'atome central. Soit on ajoute des liaisons multiples ou des doublés libres. Et bien sûr, il faut que le nombre d'électrons à la fin de cette étape doit être celui qu'on a calculé dans l'étape 2. Comme application, nous allons prendre des exemples. C'est le cas de la question 2. Établir les structures de Lewis des systèmes suivants. L'atome central est souligné et dans le cas où l'espèce est chargée, les charges sont portées par des atomes d'oxygène. Je commence par le cas de CO2. En suivant ces étapes-là, je vais établir sa structure de Lewis. Alors, selon cette méthode, l'atome central est le carbone. Le nombre total d'électrons de valence est 4 électrons de valence apportés par le carbone. L'oxygène possède 6 électrons. Là, ici, j'ai 2 atomes, donc fois 2, plus 0 charge, puisque la molécule est neutre. Donc, je vais avoir 16 électrons, soit 8 doublés. Donc, je place l'atome central au milieu, entouré par les atomes périphériques, et je forme les liaisons. Je commence par première liaison, deuxième liaison. Il me reste donc 6 doublés. L'octet n'est pas vérifié pour le carbone. Donc, je vais ajouter une autre liaison, donc là, une liaison multiple. Deuxième et troisième. L'octet dans ce cas-là est vérifié par le carbone, mais pas pour l'oxygène. Et il me reste 4 doublés. Donc je vais ajouter des doublés libres sur les atomes d'oxygène. Donc voilà la structure exacte selon le modèle de Lewis pour CO2. Donc on peut faire la même chose pour le SiH4. L'atome central est le silicium. Le nombre d'électrons de valence est 8, soit 4 doublés. Donc je place l'atome central au milieu, entouré par les 4 atomes d'hydrogène, et je forme les liaisons pour avoir la structure de Lewis suivante. Donc, dans la suite, on pourrait suivre les mêmes étapes ou établir directement la structure en formant des liaisons entre des électrons célibataires ou des doublés libres. Je donne l'exemple de H3COH. Là, il s'agit d'un alcool, donc l'hydrogène sera lié directement à un atome d'oxygène. Donc, j'ai représenté les électrons de valence sur chaque atome et je vais former les liaisons. Donc, voilà la structure de Lewis de H3COH. Pour la molécule de H2CO, là il s'agit d'un aldéhyde, les deux hydrogènes seront liés directement à l'atome de carbone et on forme les liaisons.
Même chose pour BH3. Là, le B dans cette molécule-là est entouré uniquement de 3 doublés électroniques. Donc, on dit la règle de l'octet n'est pas respectée. Donc, on dit que le bore est un élément déficitaire en électrons. Pour CH3, donc là, il s'agit d'un radical. Donc, je vais avoir un électron de plus sur l'atome de carbone. Et pour la molécule de C2O4-, ici, j'ai deux atomes de carbone qui vont former les liaisons avec les atomes d'oxygène. La molécule est chargée. Les deux charges seront portées par deux atomes d'oxygène. L'oxygène chargé a un électron célibataire et entouré par 3 doublés. Donc, elle va former uniquement une seule liaison et je vais avoir la structure suivante. Pour CO3-, l'atome central est le carbone. Les deux charges sont portées par les deux atomes d'oxygène. Si on établit la structure de Lewis directement, je vais avoir cette configuration. Sinon, on peut utiliser la méthode de décompte d'électrons pour établir la structure. Donc, au total, j'ai 24 électrons. Là, j'ai ajouté 2 électrons étant donné que la molécule est chargée. Donc, soit au total 12 doublés. Donc, je place l'atome central au milieu entouré par les 3 atomes d'hydrogène. Les deux charges sont portées par les 2 atomes d'hydrogène. Donc, une fois l'oxygène est chargé, ça veut dire un électron de plus. Et donc, il sera entouré par 3 doublés. Il va former uniquement une liaison avec le carbone. Donc, 1, 2. Donc, l'octet est vérifié par ces deux atomes-là, étant donné qu'ils sont entourés par 4 doublés électroniques. J'ajoute aussi une liaison entre C et O. L'octet n'est pas vérifié pour le carbone ni pour l'oxygène. Il me reste encore des doublés électroniques, donc je vais ajouter une liaison multiple ou bien une liaison double. L'octet est vérifié dans ce cas-là pour le carbone, mais pas pour l'oxygène, et il me reste 4 électrons, bien 2 doublés, donc je vais ajouter des doublés libres sur l'oxygène et voilà la structure de Lewis pour CO3-. On peut faire la même chose aussi en utilisant les cases quantiques, c'est-à-dire le modèle quantique. La configuration électronique de C et de S2 de P2, mais avec cette configuration, le carbone ne peut former que 2 liaisons. Donc on doit penser à l'excitation. Donc, un électron de la sous-couche de S passe à la sous-couche de P. Je vais avoir dans ce cas-là 4 électrons célibataires. L'oxygène de configuration de S de P4 et puisque la charge est portée par l'oxygène, ça veut dire un électron de plus. Donc, il reste uniquement un électron célibataire sur l'oxygène moins et il sera entouré par 3 doublés. Et je vais former les liaisons. Donc, l'oxygène neutre forme 2 liaisons, bien une liaison multiple avec l'oxygène, alors que les deux atomes d'oxygène chargés vont former uniquement une seule liaison. Et voilà la structure. Je passe à la question I. Donc ici, on veut établir la structure de Lewis de SHN avec n est égal à 2, 4 et 6. Le soufre présente 6 électrons de valence. Donc il est entouré par 2 électrons célibataires et 2 doublés libres, comme le cas de l'oxygène. Donc il forme avec cette configuration de liaison. Donc je vais avoir la configuration de Lewis pour SH2 suivante. Et pour SH4, je vais éclater ce doublé-là pour avoir 4 électrons célibataires et je forme 4 liaisons avec 4 atomes d'hydrogène. Pour la molécule SH6, je vais éclater encore ce doublé-là pour avoir 6 électrons célibataires et je forme ainsi ces liaisons avec les atomes d'hydrogène. Donc là, on voit bien que la valence du soufre augmente, il passe de 2 à 4 et à 6. Donc on dit que le soufre est hypervalent ou bien il a subi une dilatation de l'octet. Donc pourquoi le soufre ici est hypervalent?
Eh bien, parce qu'elle appartient à la troisième période. Donc, on peut expliquer ça par les cases quantiques. Le soufre appartient à la troisième période. Ça veut dire qu'il contient des orbitales 3D qui peuvent participer aussi à la formation de liaison. Donc, pour avoir 4 électrons célibataires, je vais faire passer un électron de la sous-couche 3P vers la sous-couche 3D. Donc, voilà, donc j'ai 4 électrons célibataires et un doublet. Et pour former ces liaisons, je vais exciter, ou bien je vais faire passer le deuxième électron qui se trouve sur la sous-couche 3S vers la sous-couche 3D. Et je vais avoir dans ce cas-là 6 électrons célibataires. Donc ici, la valence du soufre augmente. Donc on parle d'une dilatation de l'octet ou bien une hypervalence. Je passe à la question suivante. Donc, structure de ClO3-, l'atome central est le chlore. Le Cl présente 7 électrons de valence, donc il est entouré par 3 doublés libres et un électron célibataire. Pour qu'il forme des liaisons avec les 3 atomes d'oxygène, le chlore va subir aussi une dilatation de l'octet. Donc, augmentation de la valence. Donc, je vais éclater ces deux doublés là pour avoir plus d'électrons célibataires. Et je forme les liaisons. La charge est portée par l'oxygène. Donc, il lui reste un seul électron célibataire. Et je forme ainsi, ou bien j'obtiens la structure suivante. Donc, dans cette structure-là, le chlore est entouré par 1, 2, 3, 4, 5, 6 doublés. Donc, il est hypervalent. Même chose pour le phosphore dans l'espèce PO4-3-. Donc là aussi, le phosphore, bien qu'il appartient aux mêmes colonnes que l'azote, donc là, il forme plus de 3 liaisons. Donc, il est entouré par 5 doublés. Il est aussi hypervalent. Même chose pour le iode. Je passe à la question numéro 3. Le chlore s'associe facilement avec le phosphore P pour donner des composés chlorés PClN. Établir les structures de Lewis de tous les composés qui peuvent être formés. Alors, le phosphore présente 5 électrons de valence. Donc, il est entouré de 3 électrons célibataires et un doublet. Donc, premièrement, il peut former facilement 3 liaisons avec les 3 atomes de chlore pour donner la molécule PCl5 de structure suivante. Ici, le phosphore est entouré par 4 doublets électroniques, donc la règle de l'octet est respectée. Le phosphore appartient à la troisième période, donc son rayon atomique est grand, donc il peut former plus de 3 liaisons. Donc si on éclate ce doublet-là, il peut avoir 5 électrons célibataires et peut former ainsi 5 liaisons avec les atomes de chlore. Donc ici, le phosphore est hypervalent, donc il a subi une hypervalence, donc on peut justifier on peut expliquer ceci en utilisant les cases quantiques. Donc le phosphore appartient à la troisième période, donc il possède des orbitales D qui peuvent participer aussi à la formation de liaisons. Donc excitation d'un électron de 3s vers 3t et je vais avoir ainsi 5 électrons célibataires. Donc et ensuite je vais former les 5 liaisons avec les 5 atomes de chlore. Donc je répète, le phosphore ici est hypervalent puisque les deux critères ou bien les deux conditions sont vérifiées. Premièrement, rayon atomique grand puisqu'il appartient à la troisième période. Et deuxième chose, les atomes périphériques de chlore sont plus électronégatifs que l'atome de phosphore. Dernière question. Expliquer pourquoi PCl5 est stable alors que NH5 ou NCl5 ne peuvent exister. Donc, on a dit, d'après la question précédente, que PCl5 est stable puisque P peut être hypervalent, donc elle peut subir une dilatation de l'octet étant donné qu'elle appartient à la troisième
période, alors que pour l'azote, bien qu'il appartient à la même colonne que le phosphore, eh bien ni NH5 ni Cl5 peut exister car tout simplement N appartient à la deuxième période, donc son rayon atomique est très petit.